La famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'antagoniste des 10 km de France et aussi d'autres pays, Mustapha Salmi. Mustapha, c'est un coureur, mais aussi un créateur de contenu. On est tous les deux dans le monde du sport. Donc, dans cette discussion, on parle business, clairement. À partir de quel moment t'as commencé à te dire, je veux publier sur Internet? Depuis 4 ans, je publiais un peu mes entraînements. Mais on est aussi tous les deux des enfants de deuxième génération d'immigrés, et donc on partage ça un petit peu. Je l'ai dit à mon père, je lui ai dit, ce que t'as fait, c'est une folie. Moi, je le ferais pas. Il était quelqu'un en Algérie. Tu vois, je le vois aujourd'hui encore, tu vois. Et dans l'interview, bien sûr, on parle de son documentaire qui vient de sortir. Il y a la séquence tennis. Ouais. Émotion de ouf. On est en train de raconter comment Mustapha a arrêté le tennis, grande déception de sa vie, il a limite les larmes. Et à un moment, il se tourne vers la cam et il commence à parler. Mais tu sais que ça a été un des plus gros défis que j'ai eu là pour le documentaire. Et à la fin, il a carrément un défi pour vous. Vous avez qu'à venir, les gens. Venez, si vous voulez me battre et m'enlever mon statut d'antagoniste, venez me battre. Bref, bonne écoute, éclatez-vous, mettez 5 étoiles, abonnez-vous, et puis voilà, bonne journée, bye. Je peux te dire officiellement, Mustapha, bienvenue chez moi. Merci. Et bienvenue sur Podium. C'est un plaisir. Ceux qui nous écoutent en rediffusion, ça va être très marrant comme expérience parce que du coup, on rencontre Mustapha ensemble. C'est la première fois que je rencontre Mustapha. Mais c'est le seul guest, je pense, où j'ai vu son documentaire 24 heures avant. Donc c'est marrant, je sais énormément de choses sur toi via le documentaire. T'as fait ton avant-première du coup hier au Grand Rex de Dansez pas. Là où tu racontes ton marathon de Lyon, où tu refais le marathon que ton père avait fait et ton père avait gagné en 1900. C'était 1993. 1993 et du coup tu as couru et tu as gagné ce marathon et voilà, l'avant-première c'était hier, donc maintenant vous avez ça en tête, ceux qui nous écoutent, je le rencontre, mais en même temps j'ai eu beaucoup d'histoires qui datent d'hier, donc voilà. Mustapha, comment ça va après cette avant-première? Première fois sur les grands écrans ou pas? Ouais, incroyable. Vraiment, là, je suis toujours sur un petit nuage parce que les retours s'en foutent. C'est une expérience de ouf et franchement, trop content. Bravo. Surtout là, en vrai, de venir juste après chez toi, faire un retour dessus, moi, je suis content en vrai, qu'on s'est pas vu avant parce que maintenant, tu me connais vraiment bien. Ouais. Et c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Franchement, le boulot a été fait, t'as livré ça. Je demande, c'est quoi, je vais faire les sujets documentaires tout de suite. À partir de quand tu t'as commencé à te dire, je veux faire un long format, je veux faire un long truc? En vrai, ça fait depuis 2 ans et demi que, en vrai, je m'étais dit, j'aimerais trop faire un peu un mode d'intérieur sport. Genre vraiment, c'était ça l'idée. Mais sur mon marathon, sur l'histoire de mon père aussi, parce que ce documentaire-là, il parle pas que de moi. Et depuis 2 ans, je me dis que si un jour j'en ai la possibilité, je le ferai. Au début, t'as pas le budget, en vrai, t'as pas le budget, grave. Ça coûte. Et du coup, on a fait des petits projets petit à petit. Au début, c'était géré totalement. Tu vois, mes 2 premiers projets qui étaient vraiment bien, c'était Puma qui gérait. C'était pas moi. Ouais. Et après, pour ce projet-là, je voulais avoir vraiment carte blanche. Vraiment que ce soit moi. Et du coup, vraiment, ils m'ont fait confiance sur ce projet-là. On a eu vraiment un bon budget grâce à plusieurs marques et tout. Et je pense qu'on a bien géré ça. Ouais, c'est cool, franchement, bravo. Bon, c'est l'occasion de se rencontrer. Moi, ce podcast, c'est simplement une excuse pour rencontrer des gars cool. J'ai appris beaucoup au sujet de la course hier. Par contre, j'ai pas appris, surtout en tant que créateur. J'ai envie de savoir, à partir de quand tu commences à te dire, je veux être sur les réseaux, je veux faire des vidéos sur Internet? Franchement, tu y vas comme ça au culot. Ouais, non, mais toi, à partir de quel moment t'as commencé à te dire, je veux publier sur Internet? En vrai, depuis 4 ans, en vrai, c'était juste comme ça. En vrai, je publiais un peu mes entraînements pour que les gens un peu comprennent. En fait, là, aujourd'hui, le running, par exemple, il est à la mode, c'est trendy et tout. Mais il y a 4 ans, c'était pas du tout le cas. Ouais. Et du coup, les gens ne comprenaient pas trop ma vie, tu vois. Quelqu'un qui va s'entraîner hyper tôt le matin avant les cours. Je séchais les cours parfois pour aller courir, pour faire une sieste parfois aussi pour me reposer. Et du coup, faire des vidéos, en parler, c'était un peu aussi expliquer aux gens, expliquer à mes proches aussi, à mon entourage, pourquoi je faisais ça, que j'étais heureux de faire ça et montrer que ma vie était cool en vrai. Ouais. Et ça a toujours été ça le but en vrai. Moi, j'ai jamais fait du contenu un peu pour dire genre vous devez vous entraîner de cette façon-là pour progresser, mais plutôt je vous montre comment je fais, comment je m'entraîne, comment c'est ma vie
et prenez ce que vous voulez, tu vois. C'est vrai que quand je regarde ton contenu, t'as jamais fait voilà le programme de running que je suis. Enfin, tu dis pas exactement. Exactement. En fait, c'est que pour moi, genre c'est presque le running et le sport, c'est presque juste une excuse pour montrer ma vie, pour montrer autre chose, pour montrer qui je suis et inspirer les gens. Genre comme là hier, je pense que tu l'as remarqué dans le documentaire, on parle jamais de chrono. On parle jamais de temps. C'est vrai que t'as un docu d'une heure. Enfin, si tu parles à la toute fin, ok, je l'ai fait. Mais on parle ça, exactement. Mais par contre, mes chronos sur les courses, mes chronos. C'est un truc entre toi et toi. Exactement. Et en fait, c'était vraiment le but de ça. C'était vraiment de faire en sorte que les gens, ils s'arrêtent pas au chrono, ils s'arrêtent pas au temps, mais ils s'arrêtent et qu'ils se concentrent que sur l'histoire. Et sur le vrai message qui est et que tout le monde se voit dans cette histoire-là et que c'est pas parce que je cours plus vite que je suis différent. Je vois. Les gens qui sont dans le chat, n'hésitez pas à dire bonjour. On a du monde qui vient d'arriver. Ceux qui écoutent en rediffusion, vous le saurez maintenant. Faut venir écouter en live. Et du coup, moi, je veux parler en tant que créateur. On est 2 créateurs qui aiment raconter le sport ici. Donc, t'as dit que t'as commencé il y a 4 ans. À ce moment-là, comme tu as dit, c'est pas sexy la course il y a 4 ans sur Internet. Vous êtes pas beaucoup à... Exactement. En France, on était vraiment peu. Et même aujourd'hui, on n'est pas non plus énormément à être aussi connu, on va dire. Tu vois, même s'il y en a qui arrivent et qui cartonnent, tu vois, des Clem qui courent, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais quand moi j'ai commencé, en vrai, il y avait qu'une seule personne. Enfin, il y avait 2 personnes. Mais de ma génération, il y avait qu'une seule personne. C'était Baptiste Cartier. Je sais pas si tu vois qui c'est, Ciblo. Lui, il est bon sur YouTube, très bon sur YouTube. Et moi, je suis arrivé avec une once un peu de plus à la mode, on va dire. Parce que lui, il était vraiment que sur YouTube. Il faisait des longues vidéos. Alors que moi, je suis arrivé en mode Insta, TikTok, truc beaucoup plus trendy, tu vois. Et je pense que j'ai apporté ça dans le milieu du running en toute humilité. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, il y avait que moi qui faisait ça, tu vois, en France. Et aujourd'hui, tu vois, on en voit plein, tu vois, des joggeuses, des Clem qui courent, qui le font très 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 bien, tu vois. Et moi, je m'en inspire. Et en vrai, c'est trop bien. C'est cool, mais j'admire d'autant plus ceux qui démarrent quand c'est pas sexy, quand c'est pas, quand à ce moment-là, c'est pas, tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé avec YouTube et je t'avoue, je suis tellement content d'avoir commencé à travers YouTube, là où sur les 2 premières années, que tu réussisses ou pas, tu te mets pas une pression à ce point de... Tu te dis que c'est normal quand tu commences sur YouTube à l'ancienne, alors qu'aujourd'hui tu démarres dans le running et si sous 1 an t'as pas trouvé ton format qui perce, ça met la pression de voir les autres qui réussissent. Exactement. En fait, moi, j'avais pas de pression parce que j'avais pas de concurrence, on va dire. Il y avait pas je pouvais pas me comparer. En fait, je faisais quelque chose que personne ne faisait. Du coup, j'étais le meilleur de toute façon. Mais c'est littéralement ce que j'avais fait aussi. Je me suis mis, moi, mon sport préféré, c'est le foot américain, tu vois. Je viens du foot américain, j'en ai fait 7 ans. Mec, je suis en 2015 à parler de foot US sur YouTube. Enfin, je suis le seul, bien sûr, tu passes pour le fou du bus. Je suis en cours en train de monter les vidéos. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir commencé comme ça. Je pense que je suis content d'avoir commencé comme ça. Si tu devais recommencer aujourd'hui, je pense... faut se lever tôt. Vraiment. Et en fait, en vrai, t'as grave raison sur ça. Parce que moi, à l'époque, tu vois, quand j'avais, je sais pas, 500 abonnés, 1000 abonnés, mais j'étais trop heureux. Et tu vois, aujourd'hui, quand je repense à cette époque-là, je me dis, mais attends, mais je suis un ouf. C'est rien, genre, tout le monde s'en foutait et tout. Mais c'est juste que dans le milieu, arriver à 1000 abonnés, monter, des trucs comme ça, quand t'es pas athlète, quand t'es à vraiment zéro. C'était une folie, tu vois, déjà au début, tu vois. De ouf. Je suis trop d'accord. Il y a des gens dans le chat qui disent bonjour. Il y a déjà des gens qui commencent à commenter le dégradé de Mustapha. Tu l'as fait pour hier soir, c'est ça? Exactement. Quand je t'ai vu arriver sur scène, j'ai vu ça. Question simple, les gens demandent quand est-ce que le docu sort? Dimanche soir. Publie sur YouTube? Dimanche soir, ouais. Okay. C'était vraiment le but de le mettre sur YouTube parce que on voulait le donner au plus de monde possible. Genre, on a eu des offres pour les poster sur des plateformes. Même là, en vrai, même aujourd'hui, là, j'ai reçu encore des offres. Il y a encore des gens qui disent qui veulent le distribuer et des trucs comme ça. Mais moi, ce projet-là n'est qu'un projet pilote et n'est qu'un projet qui me tient à cœur et que j'ai envie que les gens le voient le plus possible. Et dis-toi qu'on va même pas le monétiser. Genre vraiment, j'ai pas envie qu'il y ait une pub au milieu pour que les gens
il l'apprécie au max et j'ai envie de le pousser au mieux. J'ai envie de le défendre là pendant toute la fin d'année là, parce que je pense réellement qu'on a un beau projet entre les mains et qu'il faut que la plupart des gens le voient, parce que c'est aussi un peu, c'est ma pierre que je mets à l'édifice un peu du running, où tu vois, le running aujourd'hui il est à la mode de ouf et on peut se perdre dedans. Et moi, ce que j'essaye par ce documentaire-là, montrer la pratique un peu saine du truc et montrer le chemin à ma petite échelle. À ton échelle, à ton niveau. Exactement. Niveau. Montrer le chemin pour une pratique saine. Là où, en vrai, le running, on peut vite tomber dans l'obsession. Par exemple, hier, il y a une des questions d'une personne qui parlait un peu de l'échec, tu vois. Ouais, sur les chronos, c'est ça. Il disait comment rebondir après un échec, quand ça nous pèse beaucoup et tout. Et tu vois, je trouve déjà que quand quelqu'un pose cette question-là, quand t'es pas un athlète pro, quand t'es pas c'est qu'il y a un problème avec ce sport. C'est que ça prenne trop de place pour ce que c'est. On oublie que c'est juste une passion, un hobby juste à côté. Et moi, c'est ça que j'essaie de montrer, qu'il faut se détacher, que le sport et qu'une activité comme ça, faut pas que ça devienne ton identité, mais plutôt juste une passion. Et je pense, là, je parle pas de tous les runners, je parle de toi et les autres créateurs. En plus d'être créateur, d'avoir des chiffres sur combien de vues tu fais, combien de likes, etc., t'as aussi ton Strava qui est posté sur Internet, donc les gens... Après, moi, il est en privé. Enfin, ton Strava est privé ? Okay. Moi, je suis pas fan de la... Après, c'est pour moi, je trouve que ça peut être un très bon truc pour beaucoup de personnes. Ça peut être un lieu d'échange, ça peut motiver et tout. Mais moi, en tant que créateur et athlète pro, déjà, j'ai pas envie que les gens s'inspirent trop de ce que je fais, parce que moi, c'est vraiment dans une optique 360. Donc, je sais tout ce que je fais et j'ai pas envie que les gens ils prennent une séance et ils la font de la même façon et du coup ils seront moins bien conseillés et tout. Et de deux, il y a l'effet comparaison et il faut pas se comparer aux autres. Même moi en tant qu'athlète, j'aime pas me comparer aux autres, parce que en vrai, si je commence à regarder ce que mes adversaires font sur Strava, en fait je vais douter de moi-même. Du coup, ne pas être sur Strava, ne pas regarder ce que les autres font, en fait, j'en ai besoin pour ma propre confiance en soi, tu vois. Pour la santé mentale, je Exactement. me dis. En fait, faut que j'arrive à une course en me disant, en fait, mon entraînement, il est meilleur que celui des autres. Alors que si je regarde celui des autres, je peux douter, tu vois. Mieux vaut limite te mettre des œillères, quoi, c'est ça ? Exactement ça. C'est exactement ça que je fais avec Strava et moi, ça me plaît bien. Et moi, je me dis, en tant que créateur, putain, regarder les scores des stats des autres et regarder les scores de leur Strava aussi en plus. Ça doit être dur pour vous tous, toute la communauté qui poste sur le running. C'est ça que je me dis. Je voulais continuer avec autre chose, mais je vais donner un petit shout-out à mon petit cousin qui vient de péter il a fait son premier marathon. Et il pète les 3 heures. Il est fort. Il pète les 3 heures sur son premier marathon. Et il est fort. Donc je lui ai dit que tu passais. Et je lui ai dit, vas-y, t'as le droit à une question. Donc, c'est quoi, Fedi ? C'est la question de Fedi qu'il aura le droit de balancer sur le podcast. Il te l'a envoyé en vocal. Allez hop, tiens, écoute. Je pense que tout le monde le sait quand on te connaît un peu. Tu cours, mais à la fois t'es influenceur. Donc là, maintenant, si je te donnais le choix entre un record personnel sur 10 km ou faire un TikTok à 5 millions de vues, tu choisis quoi ? Il a dit ton RP sur 10 km. Ton RP 10 km ou 5 millions de vues sur une vidéo ? Déjà, la question, elle est pas ouf, parce que en vrai, si je fais mon RP sur 10 km, le TikTok, il fait 10 millions de vues. Ah bah oui. Ah ouais, sérieux ? Non, je pense que je saurais le raconter pour qu'il fasse beaucoup de... Bien sûr. Mais même si genre je faisais mon record sans le poster, je prendrais le record tous les jours. Le record ? En vrai, oui. Ok. Les vues, c'est bien beau, mais le record... Mais je dis ça parce que je sais que je pourrais le monétiser de ouf bien. Non, mais bien. Ouais, non, franchement, le record sur 10 km, En vrai, même si... Après, non, là, il a fait un choix un peu facile, parce qu'en vrai, 5 millions de vues sur TikTok, c'est pas non plus... c'est pas non plus une folie. Il m'aurait dit une vidéo YouTube à 5 millions de vues. Là, j'aurais dit... 5 millions de vues sur le documentaire ? Mec, je le donne. Je le donne, franchement, ouais. Vraiment, pas besoin du record sur 10 km. 5 millions de vues sur le docu, ça. C'est une folie. En vrai, ouais. Mais déjà... En vrai, moi, mon petit rêve sur le docu... En fait, je sais pas si je suis fou ou pas, mais si on a 1 million de vues, je suis fou. Ah ouais,
je sais pas si je suis fou. T'aimerais le tu vois. péter J'aimerais, ça serait le rêve. Hein. Ouais. Mais je sais pas si je suis fou. En fait, je me dis que peut-être que c'est impossible, tu vois. Surtout, en vrai, le running, ça reste quand même une niche, tu vois, même si c'est à la mode. Beaucoup de gens courent, mais. Exactement. Mais j'ai ce petit rêve-là qui s'il pète le million, je serais aux anges. Ouais. Ok. Franchement, je serais ouf. Ok. Bah écoute, moi je reste dans la création. Après, on va parler un petit peu plus de running. C'est où que tu t'éclates le plus dans la création de contenu? Oh, YouTube. Hein. Ouais. En vrai, ouais. Tu sais, ça se voit. Hein. C'est Je lent. regardais le documentaire. Ouais. Ça se voit. Ça se voit qu'il y a des moments où quand vous regarderez le documentaire, si vous regardez le documentaire après ce podcast, ça se voit, il y a des moments où ton réalisateur, il fait un documentaire. Ouais. Il y a des moments où on voit Mustapha qui parle à la caméra, mais ça mec, se voit, il y a ton côté youtubeur qui ressort. Mec, et en plus, tu Attends, fais bien d'en parler. Il y a la séquence tennis. Ouais. Émotion de ouf. On est en train de raconter comment Mustapha a arrêté le tennis, grande déception de sa vie, il a limite les larmes. Et à un moment, il se tourne vers la cam et il commence à parler. Je suis d'accord. Mais oui, mais tu sais que ça a été un des plus gros défis que j'ai eu en tant que, là pour le documentaire. Parce qu'en fait, quand t'es youtubeur, tu dois animer. T'es entertainer. Comme là. Ouais. T'es dans l'animation. Tu dois garder l'attention des gens. Et le documentaire, c'est la Et vérité. Et le documentaire, faut laisser vivre. Faut pas mentir. Ouais. C'est même pas mentir, c'est juste. C'est laisser vivre. Voilà, en fait, c'est que la caméra, faut qu'elle devienne genre presque invisible. Une personne. Ouais. Et au début, quand on a commencé le documentaire, j'arrivais pas. En fait, pour moi, genre, je devais gérer. Et ouais, il y a le cadreur, faut que je lui donne du contenu, quoi. Exactement. Et ça a été le premier défi. Et franchement, j'ai eu du mal au début. Mais il a su vraiment bien me gérer, tu vois, le Baptiste. Franchement, il a été bon sur ce coup-là. Tu sais que c'est ce que je me disais. Après, je regarde ça avec l'œil d'un youtubeur. Je regarde ça, je te vois de temps en temps intervenir comme un youtubeur. Je me dis, le Réal, il a dû à un moment le prendre entre quatre yeux et lui dire, arrête. Ouais, vraiment. Ouais. On a dû avoir cette discussion-là. Ouais. Mais en fait, il a pas osé de me le dire, mais c'est un autre réalisateur, un autre ami à moi, qui me racontait ça parce qu'il faisait un documentaire aussi avec un autre créateur. Et il m'avait dit ça. Il m'avait dit que l'autre créateur, il arrivait pas à se détacher, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, purée, mais il a trop raison. C'est exactement ce que je fais et je m'en rendais même pas compte. Ouais. Et du coup, j'ai donné toute ma confiance après. Ouais. Vraiment, j'ai essayé de me dire, ok, c'est mon projet, c'est notre projet, mais si j'ai envie qu'il soit comme je veux, faut que je puisse lâcher. Exactement, lâcher prise et je vois, c'est pour ça que à des moments il y a des larmes, à des moments c'est dur, tu vois, parce que mec, la personne qui a fait la réalisation, Baptiste, mec, c'est devenu quasiment mon meilleur pote. Ouais. Tu vois, il y a c'est pas des séquences, mais tu vois, genre à un moment il passe une semaine chez moi où on mange quasiment tous les soirs chez ma famille. Et pourtant, mec, on n'a pas filmé une once de ça parce que c'était juste normal. Et c'est ça qui était important à construire. C'était cette relation de confiance. Grave. Pour qu'après, et tu vois, quand on finit le film, on est en Algérie encore. Il nous reste 3 jours en Algérie, tu vois, on se parle et mec, je lui dis, mec, là, je te fais confiance avec ma vie, tu vois. Genre, il y a ma famille dedans, il y a mes parents. C'est pas facile, tu vois, surtout... Moi, je viens, comme toi, un peu d'une famille maghrébine où la pudeur, elle est folle, tu vois. Ouf. Et mon père, en plus de la pudeur, il est très, très réservé. Ma mère, encore pire. Ma mère, on la voit pas trop, mais c'est parce que vraiment, c'était sa volonté de ne pas du tout apparaître. Mais, tu vois, genre, Baptiste, j'ai dû lui parler et lui dire, mec, je te fais confiance. Et il a été vraiment incroyable. Mais vraiment... Et quand j'ai vu le documentaire la première fois, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mec, tu nous as respectés. Tu t'as été à la hauteur de tout ce qu'on t'a donné, tu vois. C'est ça que t'as dit. Putain, il y a déjà des gens qui sont dans les commentaires qui me gazent. User type. Alors, en fait, dans mon chat, les gens disent que créateurs de contenu, on vit tous dans des manoirs. Et donc, ils disent que t'as dû courir un 10K entre mon entrée et le bureau. Est-ce qu'ils croient que je vis dans un, dans un château? Après, ils ont pas tort. Frère, ils ont pas tort. T'as enlevé tes chaussures et tout. Les gars, vraiment, là, j'ai dû changer de t-shirt tellement j'étais en sueur pour entre la porte et ici. Sa montre, elle a fait une notification. Vraiment, j'ai lancé mon activité Strava. Pose des BPM et enfin il a pu s'asseoir.
Non, mais au sujet de la pudeur, c'est un truc particulier quand tu fais venir quelqu'un avec une caméra. Mais j'imagine, pareil, toi qui commences à faire du contenu sur les réseaux, ta famille qui est très pudique, comment ils prennent ça? Comment au début, hein, je te parle de quand ça marche pas encore, quand il n'y a pas de sponsor, etc. Qu'est-ce qu'ils en disent? En vrai, il trouvait ça marrant au début. Mon père, il est assez relax, vraiment. Mon père, il s'en fout de tout. Vraiment, il m'a toujours laissé faire tout ce que je voulais, vraiment. Mais à des moments, ça commençait à devenir très privé, tu vois. Quand je faisais des vlogs, une journée dans ma vie, tu vois, genre... un jour, ma mère, c'est ma mère en vrai qui m'a fait la réflexion. Mon père, il s'en foutait un peu, mais ma mère, elle me disait là, tu vas un peu trop loin quand même, etc. Ouais. Et moi, je leur disais, ne vous inquiétez pas. Genre, moi, je savais. Enfin, après, tout le monde te dit, je savais où j'allais et tout, mais souvent même tu sais pas vraiment, mais ouais. Même les gens qui ont échoué, eux aussi, ils disaient qu'ils savaient, mais on a cette confiance en nous, en vrai, où tu te dis, je fais ça pour une raison, je sais où je vais. Tu vois, t'as confiance, t'as une foi en toi. Et j'avais foi en mon projet. Et du coup, quand je donnais un peu trop à YouTube, quand je donnais trop sur Instagram et tout, je me disais, genre un peu comme la phrase de Kendrick Lamar, un peu quand il disait, genre j'ai un boulot, mais c'est juste que je suis pas encore payé pour, tu vois. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois. Et moi, ça a été ma vision et ma mentalité pendant très longtemps. Le truc où, t'inquiète, le temps me donnera raison. Ah, mais oh là là, mais tu sais que c'est ma démarche. Moi, on peut parler business. Moi, c'est ma démarche envers les clients, les sponsors. Les gens me disent, ouais, comment tu démarches les marques? Et moi, je démarche pas les marques. Moi, j'attends qu'ils viennent à moi et je réponds toujours. Ils savent pas encore que je suis bon, mais ils le sauront quand le mail il tombera chez moi. Par exemple, je ressors toujours cet exemple. Les gens me disent, va faire des vidéos en F1. Je raconte des histoires de sport, les behind the scenes du sport. Des gens qui me disent, va faire des vidéos en F1. J'ai pas encore fait de vidéo en F1. Je pourrais envoyer le mail, avoir l'accréditation et aller faire le truc. Mais c'est pas pareil que si c'est eux qui viennent. Exactement. Quand ils ont besoin de toi, c'est pas la même chose. Et donc, ils savent juste pas encore que c'est bon. Et je rajoute là-dessus, j'avais parlé avec Ken Kojandi, l'acteur de Bref. Et qui était humoriste à ce moment-là, et il écrivait des vannes et il galérait. Il était avec son pote avec qui il écrit, et il dit non mais je pense que je vais arrêter, c'est impossible. Et son pote lui dit non mais t'es marrant, c'est juste les gens ils savent pas encore. C'est vrai. Ouais. En fait, il faut attendre le bon train des fois et faut être prêt. Et du coup, ça a été quoi ton train où t'as été prêt toi? Je ne sais même pas. En vrai, c'est juste d'avoir continué et d'avoir cru bêtement. Enfin, c'est parfois, c'est juste ça. Avoir foi en son projet et de la bonne humeur. Je pense que, comme tu as dit, genre, c'est un peu... moi, j'étais sincère dans ma pratique. J'ai été bienveillant, je pense. J'ai toujours montré un peu pour que les gens... Genre, j'ai toujours eu cette pensée-là où qu'est-ce que les gens vont voir quand ils viennent me cliquer sur ta vidéo, tu vois. Et cette démarche de bienveillance, je pense que ça a apporté des gens bienveillants, tu vois. Et je pense que c'est le temps qui a fait les choses, tu vois. T'avais commencé par YouTube ou non, j'avais commencé sur Instagram, par des reels et des trucs comme ça. Au début, je prenais pas du tout la parole, tu vois. Ah, vraiment, c'était juste, je montrais. Que de la musique, que du texte. Exactement. D'accord. Mais moi, je savais ce que je voulais faire. Tu savais qu'éventuellement. Je voulais du storytelling, pas forcément du YouTube. Genre, je savais que je voulais du storytelling, je voulais montrer qui j'étais vraiment, parce que je savais que j'avais quelque chose à raconter, et même par rapport à mon expérience et tout. Je savais que c'était quelque chose qui pouvait intéresser et qui pouvait aider les gens et qui pouvait m'aider moi-même, tu vois. D'être compris par les gens. Bien sûr. T'es entouré aujourd'hui, en dehors du docu, je te parle de YouTube et tout, tu montes toi-même, tu shootes toi-même ou t'as du monde? Non, là, aujourd'hui, je suis un peu plus entouré, tu vois. Vraiment, je suis mieux. Je trouve que, en fait, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire. Faut prioriser. Et il y a des gens, ils font que de ça de leur vie. Donc, ils ne peuvent qu'être meilleurs que toi. Donc, faut leur donner ça, tu vois. Mais ça s'apprend, hein. En vrai, avant, je faisais tous mes montages en me disant ouais, mais il va pas comprendre comment je fais et tout. J'ai pris un monteur, il a fait 10 fois mieux que moi. Je me suis dit bon, tais-toi, mets-toi sur le côté. Ok, d'accord. Peut-être que je t'écouterai un jour. Pour l'instant, moi, je suis encore je fais tout. Tu vois, on fait les changements de caméra soi-même et tout. Non, je suis encore tout. Mais intéressant, c'est cool. Donc, aujourd'hui, ta priorité, elle est où? T'as sorti le docu, imaginons que vous nous écoutez 3 mois plus tard. Elle est où ta prio? Quand tu te lèves le matin, ta tête, elle pense à quoi?
C'est plein de choses. En vrai, c'est plus, là, j'ai pas mal de projets en cours, en vrai. Ce que tu as vu aussi au documentaire, il y a un projet dans lequel je parle. Celui-là, il y a pas mal dans mes priorités. Il y a aussi ma priorité par rapport au documentaire. En vrai, j'essaie de vivre l'instant. J'essaie pas de penser trop longtemps. Parce que je sais c'est quoi mes rêves et mes objectifs, tu vois. Par rapport au sport, tu vois, ça, c'est des vrais rêves, des vrais objectifs. Et eux, ils me mettent dans un cadre. En fait, c'est ça qui est cool avec le sport, comment moi je le vis. C'est que je le vois comme un cadre et comme une chance qui me cadre. Aujourd'hui, ça donne sens à ma vie. Et tu vois, quand t'as un sens dans la vie, quand t'as un but... Ça facilite toutes les autres décisions. Exactement. En fait, genre... par exemple, est-ce que je dois dormir tard ou dormir tôt ? Je dors tôt parce que demain, je dois m'entraîner. Est-ce que je peux aller en voyage à ce moment-là ? Non, parce que je dois m'entraîner et je dois récupérer, j'ai une séance. Et en fait, ça facilite tellement de choses. Et surtout, dans notre boulot de créateur de contenu, je pense que tu le vois, on a des invitations de partout. On est sollicité. Moi, avant, non, mais maintenant, je commence à le voir, tu vois, que je suis de plus en plus sollicité. Et c'est difficile de dire non des fois. Et du coup, avoir un cadre comme le sport, pour moi, c'est une chance de ouf. Ça facilite beaucoup de... Exactement. Ça te donne le prochain objectif, ça te donne... Et moi, je trouve que dans le contenu en général, quand t'as un objectif sportif, ton contenu, t'as pas à chercher des idées. Non, moi, le marathon, c'était la meilleure décision de ma vie niveau contenu. C'est là où j'ai pris le plus de... Ma communauté, elle a pris beaucoup plus et tout. Parce qu'en fait, tu leur racontes une histoire. Et comme tu as dit, ça facilite les choses. En fait, tu as tout le temps quelque chose à raconter. Parce que tu le vis en même temps. Donc, c'est trop bien. Ok, enchanté. Moi, c'est Samy. J'ai plus d'objectifs. C'est trop relou. Ça fait 1 an, j'ai plus d'objectifs. C'est trop relou. Mais ça change tout. Un marathon. Alors, je m'éclate. Non, mais je m'éclate, tu vois, à aller documenter des sports. Moi, ce qui m'éclate, c'est raconter des histoires de sport de gens intéressants. Avant, j'avais objectif des JO, j'avais objectif du Super Bowl. Tout ça, c'est fait. C'est magnifique. Je suis content. Putain, j'ai plus d'objectifs. Là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et donc si on vous donne ça comme conseil, les gens, faut vite vous trouver des objectifs. Là, je suis en période de recherche d'objectifs long terme, tu vois, et je vais prendre le temps pour le trouver, tu vois. Avant, je me mettais la pression. Avant, si j'avais pas d'objectif pendant 3 semaines, je me mettais la pression de ouf. Là, je me mets moins la pression si ça prend 1 ou 2 ans de trouver cet objectif. Mais en effet, ça facilite tellement d'avoir l'objectif marathon, tout ça. Un truc qui est intéressant, c'était la question exactement de mon pote. Je suis chaud de relancer là-dessus parce que hier soir, j'ai amené un copain qui t'a posé la question sur la technologie du matos. C'est pas la même chose que quand ton daron courait. Non, ça n'a c'est rien à sûr. voir. Aujourd'hui, t'es avec Puma, t'as des belles chaussures qui courent vite. Ton daron, est-ce qu'il a un avis des fois? Il voit ton matos et tout, des fois il te dit des trucs, qu'est-ce qu'il te dit? Déjà il le teste, hein. En vrai, ce qui est cool, de ouf. En vrai, on fait la même taille, donc tout le carton Puma. Mec, des fois, il l'ouvre quand je suis pas là. Quand je suis pas là, il l'ouvre tout lui-même. Des fois, c'est lui, mec. En vrai, les gens ils savent pas. Un jour, si tu réussis à le convaincre, tu fais un unboxing où c'est que lui qui unbox. Mec, ce serait une dinguerie. En vrai, ce serait une dinguerie. Tu fais un unboxing. En vrai, de ouf. Limite, tu poses une caméra, tu sais pas que la caméra elle tourne. C'est vrai, tu laisses le daron unboxer et donner son avis. Mais donc, vas-y. Il aime trop. En vrai, c'est une folie. Hein. Et en vrai, il se rend compte de la folie que c'est, les mousses, la plaque carbone et tout. Non, franchement, je pense que il aurait pu faire encore mieux, beaucoup mieux. Mais après, lui, tu vois, c'est pas quelqu'un qui te dit ça, qui te dit ouais, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Genre, c'est juste, il profite de l'instant. Il utilise les chaussures aujourd'hui pour courir parce qu'il continue à courir bien en plus, tu vois. Et il s'amuse. C'est cool. Vraiment trop bien. Ce qu'on voit dans le documentaire, je vous invite à aller le voir. Hein. Ce qu'on voit dans le documentaire, là, je suis de parler de ta relation avec lui. Ton père, il est très présent. Genre, mentalement, ça se voit qu'il pense pas trop dans le futur, pas trop dans le passé. Il est dans l'instant. J'ai eu l'impression que c'était son super pouvoir. Ouais. Vraiment, mon père, il est simple. Tu vois, il est simple. Il est pas dans le calcul. Il est dans la bienveillance, vraiment. Genre, vraiment, comme moi je dis toujours, si t'as un problème avec mon père, c'est que c'est toi le problème, tu vois. C'est qu'il fera jamais quelque chose avec des arrière-pensées ou un truc comme ça. Et ouais, vraiment, c'est une force de ouf de l'avoir. L'éducation que j'ai eue de sa part, c'est une folie. Je ne pouvais pas rêver de mieux. Et non, franchement,
parfois il est un peu trop aussi dans l'instant, tu vois, genre t'inquiète, genre un truc à la cool, il est chill. Et du coup, c'est toi qui passe pour le stressé. Ouais, je suis obligé de mais là il faut qu'on prenne une décision là, tu vois. Tu non, t'inquiète, mais non, il faut renvoyer un mail là. Ouais, j'imagine trop. Toi, t'as toutes tes échéances en tête. Ah, Lui, il pense juste à ton entraînement. Ouais, c'est ça. Mais c'est une force de ouf d'avoir mon père. En vrai, c'est une folie. J'imagine. Je voulais parler d'un truc. T'as une belle communauté, t'as la force de la communauté. J'aime beaucoup Casey Neistat sur YouTube, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Il a fait une règle de je vous checkerai pas pendant mon marathon parce que j'ai besoin de sauvegarder mon énergie. Toi, tu dois avoir beaucoup de monde en France quand tu cours sur un 10 km. N'importe quelle course, tu dois te faire interpeller beaucoup. Ouais. T'as une règle tu peux pas calculer tout le monde, si? Bon, en vrai, si. Moi j'essaye, en vrai, tu vois, genre, non, quand je suis en mode performance, c'est difficile, tu vois. Mais quand quelqu'un m'encourage, un truc comme ça, je lâche un petit pouce, un truc comme ça, enfin, j'essaye. Quand je suis encore pas encore bien lessivé, tu vois. Ouais. Mais quand je suis lessivé de ouf, mais en tout cas, le cœur y est, hein. Enfin, genre vraiment, je ressens la ferveur et les gens qui m'encouragent, c'est trop bien. Et j'hésite pas à les remercier après, tu vois, avant la course ou après la course. Mais mentalement, ça prend pas beaucoup d'énergie. Ça booste de ouf. Ah non, mais mec, ça me booste de ouf. Surtout dans la course où, mec, t'as des endroits où t'es dans le dur et tout, et t'as quelqu'un que tu connais pas du tout qui est là. Parfois, ils viennent que pour toi, tu vois, parce qu'ils ont su que t'allais faire la course. C'est un bienfait de ouf. Ok. Et en vrai, tu l'as fait ton marathon, c'était ton objectif. Tu t'éclates plus sur un 10 km ou sur un marathon en vrai aujourd'hui? 10 km. 10 km. En vrai, ouais. Explique-moi. Sur la course, hein. Ouais. Sur la prépa, c'est le marathon que je m'éclate le plus. Ah ouais? Pourquoi? Bah, c'est le marathon, t'as un réel objectif, pendant longtemps tu penses qu'à ça, ça cadre plus ta vie, les séances sont longues mais t'as vraiment un sentiment de satisfaction quand tu les effectues, bah t'as un plus gros kilométrage donc ça booste ton ego aussi, c'est plein de choses. Là où le 10 km c'est beaucoup plus fort mais intense, ça fait mal le 10 km, surtout la prépa elle fait mal, tu vois. Franchement c'est dur. Explique, je connais pas. C'est des séances plus rapides où tu fais monter plus ton lactique. Lactique c'est ce qui tue en vrai. Ok. Et du coup ça fait plus mal, ça fait plus peur les séances de 10 km et les de plus courts, alors que les longues elles sont plus dures mentalement des fois. Mais elles usent pas tant que ça. Genre vraiment, c'est rester dans un inconfort en fait sur un marathon. Pas forcément, c'est pas forcément dur. Faut pas aller chercher très 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 loin. Ok. Tu dis, il y a des séances qui font peur, mais genre, ok, dis-moi, le matin tu sors, tu te dis oh putain, je vais devoir me faire 7 séances et je sais que je vais me faire mal. Elle ressemble à quoi la séance qui te fait mal? Celle que tu redoutes le plus? En vrai, maintenant, plus trop parce que j'ai grandi et je suis mieux. Mais en vrai, quand t'as une séance de, je sais pas, 4 fois 1000, mais genre vraiment à allure quasiment 3000, enfin genre t'en record sur 3000 mètres, ça, c'est des séances où tu dois te tabasser. Tu vois, vraiment, où tu finis bien lessivé, où tu dois avoir une foulée qui tabasse et tout. Donc, franchement, c'est des séances qui me font peur. Même si aujourd'hui, elles me font moins peur. Parce que j'ai mûri et aujourd'hui je sais, chaque séance je sais quelle souffrance je dois être et à quelle intensité je dois être et tout, donc je me prends pas trop la tête avec les chronos, alors qu'avant je me mettais vraiment une réelle pression à chaque entraînement. Parce que en fait je me disais si je fais ces chronos là ça veut dire que je vais faire ça à cette course là et t'as peur d'être déçu et tout, mais maintenant j'arrive à avoir la maturité de ne pas penser comme ça, du coup ça me fait moins peur. Mais je t'avoue que tu vois, genre, si tu me demandes de choisir entre un 3-4 fois 1000 à fond, comme je te l'ai dit, et entre un 6 fois, non pas 6 fois, un 3 fois 6 km, je préfère le 3 fois 6 km allure marathon, tu vois. C'est beaucoup plus agréable. Ok, d'accord. T'es dur avec toi-même, tu dirais, ou t'as appris à être... J'ai appris à être gentil. En vrai, non, je suis plutôt... c'est la maturité, hein. En vrai... c'est le marathon aussi, t'apprends à... En fait, ton corps, c'est ça qui te fait vivre et tout. Faut le respecter. Il faut le respecter, ton mental aussi. En fait, la course, c'est de la souffrance. C'est pas un sport facile, c'est pas un jeu, tu vois, c'est pas un amusement, donc c'est pas... Faut pas non plus aller trop loin mentalement, parce que ça use. Et ça m'est arrivé sur plusieurs courses où, en fait, j'arrive sur la course, tellement j'ai donné sur les entraînements, en fait, je suis vidé. T'as plus d'énergie à donner mentalement.
Et l'énergie mentale, il faut aussi en prendre soin. Et du coup, tu vois, genre, je sais prendre des après-midi de repos quand j'en ai besoin. Ouais. Je sais faire moins de kilomètres quand j'en ai besoin. Parce que parfois, tu as l'impression que tu perds en niveau physique, mais en fait, tu gagnes mentalement. Et mentalement, tu peux aller chercher plus loin après. Ok. C'est vachement intéressant. Moi, je suis loin de la course. Je commence doucement à m'y mettre. Je voulais juste me prouver à moi-même que je savais plier un 10 km en 1 heure. Ça, c'est bon. Mais moi, en fait, j'ai toujours fait du sport collectif, tu vois, basket et foot américain. Donc, c'était mes 2 sports. Mais depuis que j'ai arrêté, du coup, je t'avoue, non, niveau cardio, j'ai fait que de la course juste pour me prouver que je peux plier un 10 km en 1 heure. Mais je commence aussi à trouver un peu de plaisir. Là où, j'imagine, tu dois parler des fois à des publics qui sont pas runners et qui ne voient pas le plaisir dans la course. Pas du tout, c'est ça? Ouais. Tu penses que c'est parce que c'est à la mode aujourd'hui, c'est un peu plus facile de faire passer des messages? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus vu comme bizarre de courir, c'est plus vu comme bizarre de faire une sortie longue le dimanche matin, de ne pas sortir le samedi soir parce que t'as une prépa et tout. Et c'est trop bien, tu vois, parce que on va vers le truc où avoir un mode de vie sain n'est pas là. C'est cool. C'est ok. C'est même cool. Ouais, ça devient cool, exactement, tu vois. D'aller dans des run clubs, et c'est trop bien. C'est que indirectement, on est en train d'améliorer la société, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, ça ne va que pour le mieux, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de sports aussi qui émergent, comme l'Aerox et tout, parce que la muscu, c'est bien. Tu vois, tu peux prendre soin de toi et tout, mais il y a plein de go muscu, de gars muscu qui vont vers ce sport-là, Aerox, et en fait, ils négligent plus leur partie cardiaque, tu vois, là où la partie juste esthétique. Là, ça devient vraiment un sport, ça devient vraiment un effort, ça devient quelque chose de vraiment que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais, et complet. Exactement. Et un truc en plus, moi qui étais beaucoup sur le sujet muscu, dès que tu vas vers l'Aerox ou simplement un run club, tu rajoutes le volet social. Et il y a une vraie différence. Exactement. Quand tu fais de la muscu pendant 1 ou 2 ans, tout seul dans ta salle, et tu passes à un run club, de l'Aerox, de toutes les manières, l'Aerox, t'es avec du monde, etc., etc. Oh, ça change tout. Exactement. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que le sport ne devient... Enfin, c'est comme le film d'hier. Moi, c'est le truc que j'aime donner en exemple, c'est que le sport devient juste une excuse. Tu vois, hier, le message n'a rien à voir avec le sport. Le message va plus loin que le sport. Le message, il est sur la relation père-fils. Le message, il est sur une relation entre l'Algérie et la France, entre trouver sa place, entre la famille. Il y a plein de messages comme ça, tu vois, qui sont cachés. Et le sport et le running ne devient qu'une excuse pour raconter ça. Et les run clubs, l'Aerox, ces sports-là ne deviennent qu'une excuse pour rencontrer des gens, pour aller plus loin, avoir un mode de vie plus sain. Tu vois, c'est vraiment comme hier j'en ai parlé, c'est une carotte en fait. C'est une carotte et que pour accéder à un monde encore meilleur. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment. C'est marrant comment ça a été un peu accéléré pendant le Covid, parce que bien sûr les gens voulaient sortir, mais je trouve qu'on touche un prime. Le run est plus populaire encore aujourd'hui que après le Covid, on est d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'avant le Covid, c'était pas forcément pour les meilleures raisons, parce qu'en fait c'était juste que les gens... C'est une excuse. Ouais, pour aller sortir, courir et tout. Mais en fait, aujourd'hui, il y a les médailles, le fait que tout le monde veut se comparer. C'est en fait un des seuls sports où tout le monde peut se comparer. Ouais. Tu vois, genre, tu peux pas jouer au tennis avec Gaël Monfils. Tu peux pas, j'ai dit ça parce qu'il était dans... Tu peux pas jouer au foot avec Messi. Oui. Mais par contre, tu peux faire un 10 km et te comparer à Jimmy Gressier. Tu vois. Et c'est ça qui est cool. C'est que tout le monde peut se comparer. Tout le monde est sur la même ligne de départ. Tout le monde fait le même parcours. Tout le monde démarre plus ou moins à la même heure. Et c'est trop bien, tu vois. Et aussi, il y a le fait aussi que tu peux progresser hyper vite de ton côté. Et il y a que tes efforts qui comptent. Moi, je trouve que c'est un des sports les plus justes. Tu vois. Genre, tu t'entraînes, tu progresses. Tu t'entraînes pas, tu progresses pas. Alors que dans plein d'autres sports, il y a beaucoup d'aspects, tu vois, techniques. Oui, il y a plein d'aspects. Nous, c'est assez simple.
Putain, j'allais vers quelque chose, mais je t'ai écouté, je me suis perdu. Je cherchais. Je te jure, je me suis perdu. Ah non, je me suis perdu, ça arrive, c'est comme ça. Si toi t'as des questions de curiosité sur moi, hésite pas, hein, on est dans de la discussion. Moi, je voulais savoir, du coup, au niveau de tes posts sur les réseaux, est-ce que t'as eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit, allez, je me mets un gros tunnel de un post par jour, etc. Est-ce que t'en es sorti de ça? Est-ce que c'était quand le moment où tu t'es mis le plus la pression sur le réseau? Ok, faut que je prenne ça autant au sérieux que le sport. Je pense que c'était au début. Ouais. Vraiment, genre, même pas, quand j'avais même pas 10 000 abonnés, je pense. Où là, je m'étais dit, bon, là, faut que je poste. Mais en fait, c'était même pas me mettre une pression. C'était plus genre, j'ai du contenu, faut que je le poste, tu vois. Faut que ça sorte. Et du coup, je postais. Et au bout d'un moment, en fait, je m'étais dit, non, là, j'ai plus envie de faire de la qualité. Tu vois, raconter des choses. Et en fait, c'est parce que au bout d'un moment, c'est que je voyais que ma communauté n'avait aucun sens. Oui. Tu vois, en fait, les gens qui venaient sur mes commentaires, qui me venaient dans mes messages, je disais, c'est pas les gens que j'ai envie d'avoir dans ma communauté. Et je m'étais dit, c'est à moi de guider les gens qui me suivent. Ouais. Et ça, c'est vraiment ça, parce que ta communauté n'est que le reflet de ton contenu. Ouais. Si demain, toi, tu fais un contenu que sur les échecs, tu fais un contenu sur le gaming, un truc, tu vas ramener que des gamers et tout. Ouais. Et après, il y a tu vois, genre, là je dis un truc un peu général, mais en fait, moi, même dans le running, il y a différentes catégories. Ah, c'est sûr, il y a des gens sous-cultures. Ah, mais c'est sûr, il y a des sous-cultures. L'exemple basique, c'est dans la communauté basket. Il y a les gens qui aiment le jeu de basket, il y a des gens qui jouent vraiment, il y a des gens qui jouent dans la rue, il y a des gens qui. Donc, comme dans le running, il y a les gens du trail, il y a des gens qui courent 10 km, 42. Exactement. Et même niveau mentalité, tu vois. Et en fait, moi, il me fallait des gens comme moi. Okay. Des gens qui, comme je t'ai dit, sont là pour le chemin et pas la destination. Ouais. Des gens qui s'en foutent du chrono que tu fais tant que tu le fais. Regarder leur Strava, qui vont peut-être. Exactement, qui vont plus regarder pourquoi il a fait ça, pourquoi, qui seront intéressés par la personne que je suis plutôt que l'athlète que je suis. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant, mettre la personne que je suis en avant pour que les gens qui soient vraiment intéressés par moi restent là et les gens qui soient intéressés par mes performances ne restent pas là ou qui restent là, mais que ce soit juste des gens qui savent dans quoi ils se mettent en s'abonnant à moi, tu vois. Non, c'est intéressant. Je t'avoue, j'avais jamais pensé à ça, même en tant que créateur, ça fait 7 ans que je fais ça. J'avais jamais pensé c'est à moi de guider. Ouais, en fait, notre communauté, c'est nous qui la choisissons aussi par notre contenu. T'attires la communauté que tu veux. Tu vois, moi, vraiment, je pense que je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés. Si je faisais tu ferais quoi? Imaginons pour la culture pure de je veux farmer plein d'abonnés, qu'est-ce que tu ferais si tu t'en foutais de la qualité? Je mettrais que des trucs par rapport à mes performances, des trucs du clip farming un peu, tu vois. Et je parlerais que de performances, des trucs comme ça, mais sauf que déjà je vais attirer des gens mais qui vont juste dès que je fais une mauvaise performance ils vont m'insulter, des trucs comme ça, faire plus de vidéos YouTube ou peut-être de coaching, des trucs comme ça, mais sauf que je n'ai pas les compétences complètes pour en parler déjà, et de deux, moi j'aime bien ce genre de cocon, de ce genre de... Moi j'aime bien, là comme on est, j'aime bien, tu vois. Et... J'ai retrouvé la question que je voulais te poser tout à l'heure. Et en fait c'était hyper intéressant parce que j'en ai parlé avec mon cousin qui est dans la course, je lui ai parlé de toi, et en fait il m'a dit de savoir un peu comment toi tu te ressens versus les pros, entre guillemets, alors moi je dis pros entre guillemets alors que c'est totalement des pros, les gars qui font de la course leur métier à 100%, et leur performance influe combien ils gagnent à l'année. En fait moi je faisais même pas la différence. Vous voyez vous les runners sur Instagram, je me disais entre toi et le gars qui fait les JO, vous êtes les mêmes. Alors que non, en fait, j'ai appris, il y a des divisions, il y a niveau régional, départemental, cela. Mais du coup, moi et les gens qui connaissent pas, entre Mustapha et un mec qui va courir les JO, c'est quoi la différence? Bon, il y a une différence de niveau. En vrai, c'est folie. Et il y a une différence aussi dans les contrats.
d'athlètes, créateurs de contenu ou juste athlètes. Bien sûr. Moi, je jalouse pas du tout la vie de juste un athlète, tu vois, parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus de pression, parce que t'es jugé que à la performance. La plupart, si c'est pas tous les athlètes, ils ont des malus et des bonus dans leur contrat. Ça veut dire que si tu vas pas au JO, t'as un malus. Si en fait, c'est ça qui je l'avais juste connu par exemple dans le trail, mais si tu fais pas l'UTMB et si tu finis pas exactement, c'est exactement ça. En UTMB, et du coup t'as une blessure, t'as un truc qui se passe. Ton contrat, tu peux y dire au revoir, des trucs comme ça. Il y a même certains qui ont dans leur contrat pas le droit de faire des sports extrêmes, dont le ski, tu vois. C'est une pression, tu vois, c'est une grosse pression. Moi, je comprends pourquoi tu les envies pas. Je comprends. Nous dans notre case de créateur, je comprends pourquoi tu les envies pas. Exactement. Moi aujourd'hui, mon contrat chez Puma, c'est un contrat hyper chill, tu vois. Hyper chill, qui est dans la performance, mais aussi dans la création de contenu. Et ce qui fait que même si je suis blessé, je peux créer du contenu et ne pas avoir peur. Je vais avoir un malus, je vais avoir un bonus, des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que avec tous les athlètes professionnels dont j'ai parlé, franchement, ils me disaient putain t'es bien. C'est sûr, c'est sûr, parce que il y a tout un volet de pression que t'as pas. Exactement. Par rapport à eux. Alors, mais par contre, en effet, t'as des skills que eux n'ont pas. Savoir créer une communauté, savoir créer du contenu, ça c'est totalement un autre skill. Mais ouais, je comprends. Mais c'est juste en fait parce que nous, les moldus normaux, quand on voit du foot, il y a la Ligue 1, Ligue 2, etc. Exactement, tu vois. Alors pas que quand on voit des gens courir sur Insta, tu peux te voir toi et un mec qui est au JO. Bon, en fait, c'est la même chose à nos yeux. Mais du coup, à vue de nez, toi, par exemple, tu pourrais pas sortir courir avec des gars qui sont level JO, par exemple. Si, je m'entraîne souvent avec eux. Ouais. Parce qu'il y a toujours des séances qui coïncident. Les footings, c'est tous les mêmes. Moi, je m'entraîne souvent avec des gens qui ont fait les JO, des trucs comme ça. Mais non, ils sont plus forts que moi, ça c'est sûr. Et comme moi, en fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, moi, je peux faire un footing avec quelqu'un qui fait... et même une séance avec quelqu'un qui fait genre, je sais pas, 35 minutes aux 10 km, même parfois 40 minutes, on peut faire des footings et c'est la même chose pour eux. Tu vois. Et c'est pas pour autant que ça les desservira comme moi, ça me desservirait de faire ce footing-là avec eux. Et je peux faire des courses avec eux, mais c'est juste que, en fait, moi, je suis à un niveau national ou petit international, surtout sur mon semi, je pense que je suis à un petit niveau international, là où il y a un gros gap pour rentrer dans international directement, tu vois. D'accord. Ok, très bien. Je vais dans tous les sens, mais j'ai repensé à comment je t'ai découvert sur les réseaux. Comme beaucoup de monde, je pense, avec ton personnage d'antagoniste, c'est la vidéo de Malte, hein, comme beaucoup de gens. En vrai, il doit y avoir plein de gens dans la rue qui t'arrêtent pour ce genre de vidéo. Ça t'arrive comment, cette idée? Pour ceux qui connaissent pas, je vais juste mettre le contexte. Je scrolle sur les réseaux, je vois Mustapha qui va faire un 10 km, il plie le 10 km et il bat le mec qui gagne tout le temps ce 10 km. Et ça devient un peu running gag dans les commentaires. En fait, il y a ta vidéo et il y a la partie commentaires. Il y a c'est surtout hilarant, les commentaires. Ouais, c'est surtout eux qui ont créé la légende, tu vois. Parce que moi, en fait, c'est que au début, c'était vraiment en mode marrant et même j'étais en vacances et en vacances, je devais m'entraîner et j'avais la flemme de m'entraîner. Et du coup, quand j'ai vu la course, je me suis dit, ça va être mon truc qui va me donner envie de m'entraîner. Et même, je le vois comme une séance. Et du coup, ça me permet de juste me motiver facilement. Et du coup, j'y vais. Un peu de compétition. C'est ça, marrant et tout. Donc, j'en fais une vidéo, trop marrant. Et en fait, on rigole avec mes potes parce que quand t'es avec tes potes et tout. Et en fait, le mec... il y avait 9 éditions, c'était la 9e édition de cette course-là. Et le mec, il l'avait gagné genre les 8 fois d'avant. Et du coup, nous, on rigolait et tout. Et du coup, en dessous, dans les commentaires, il disait antagoniste et tout. Et en fait, ce truc-là, il est revenu. Je me dis, bon, je vais le poncer, ce truc-là. Ça peut être marrant de ouf. Et en vrai, après, moi, je faisais pas des courses exprès pour alimenter ce truc antagoniste, mais c'est juste que c'est resté. Et du coup, à chaque fois que je gagnais une course, même si c'était une course où je la faisais sérieusement et c'est pas en entraînement, les gens ils disaient c'est l'antagoniste, il l'a fait exprès, tu vois. Faites gaffe s'il vient dans votre village. C'est ça. mais ouais, en vrai, c'est trop bien et moi j'aime bien ça. Et en plus, c'est ce genre de choses, ce n'est qu'une excuse encore
pour inspirer les gens et pour leur donner envie de faire des courses. Et tu vois, il y a des gens... En fait, moi, ce que j'ai montré aussi par rapport à ça, c'est que t'as pas besoin d'aller faire des grosses courses. Oui. Quand tu vois quelqu'un de mon niveau aller à des petites courses. En fait, les gens, ils veulent toujours faire le marathon de Paris, le semi de Paris, aller à New York, des trucs comme ça. Et là, tu voyais un mec hyper connu, qui est fort, et il va dans ton village que toi, peut-être, t'aurais évité. T'aurais dit, mais le parcours, il est pas bien. Il passe... Je suis allé dans des villages, mec. Il y a peut-être 30 habitants, je sais pas, mais... Et tu fais le 10 km. Je fais le 10 km, je le fais sérieusement, je fais une vidéo YouTube dessus et tout. Et les gens, ils redécouvrent. Et les gens, ils disent, mais il va dans des villages. Vous avez qu'à venir, les gens. Venez. Si vous voulez me battre et m'enlever mon statut d'antagoniste, venez me battre. Et venez, on redonne. Sur le 10 km Exactement. du village. Exactement. Les gens, ils se disent, Et en plus, les courses où je vais, il y a toujours des dossards. Alors que tu te pointes. Exactement, je me pointe le jour même, je peux prendre un dossard. Alors que les courses que tout le monde veut, en 1 heure, il n'y a plus de dossard. Alors pourquoi vous n'allez pas dans vos courses du village aider les associations Parce que les grosses courses, c'est des boîtes d'événementiel. Que vous aidez, et vous lâchez un gros billet sur des dossards, alors que les associations de votre village, il y a des gens, ils y vont même pas. Et souvent, c'est des associations qui aident des gens, qui sont dans le sport et tout. Qui fait vivre ta communauté. Exactement, et c'est ça qu'on devrait faire. C'est aller vers les courses de village, tu vois. Et voilà, c'était une double bénéfice pour moi. C'est un bon message. T'as déjà fait des courses en Algérie ou pas? Dossard et tout? C'est ce que j'aimerais, pas encore. Pas encore? C'est ce que j'aimerais. Il y a quelques-unes que tu regardes où tu te dis ça peut le faire et tout? Bien sûr. Il y en a des très belles en vrai. Mais en fait, c'est surtout mon calendrier qui n'a pas coïncidé. En fait, j'ai toujours des courses ici qui sont hyper importantes au moment où il y a les courses là-bas importantes. Ok, d'accord. Mais j'aimerais beaucoup un jour découvrir le truc. Apprends-moi, parce que moi je connais rien à ça. Donc toi, t'as un calendrier de courses que t'essayes de faire. On est en décembre 2025. Là, tu regardes ton calendrier 2026 ou au moins à 6 mois ou je sais pas quoi. Genre minimum. Ok, donc tu vois à 6 mois. Allez, de janvier à juin, par exemple, t'as combien de courses que tu vises? J'ai pas besoin que tu me fasses le calendrier entier. Il y en a 3-4. De janvier à juin, t'en as 3-4 que tu veux absolument faire. En fait, il y en a une que je veux absolument faire. Pas forcément. En fait, je sais. En fait, moi, comment ça se passe, c'est que je sais la distance et je sais la date à peu près où je veux faire. En mode, je veux me faire un semi à peu près là, lequel coïnciderait. Exactement ça. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'un de mes partenaires est finisher, qui sont des gens qui gèrent les dossards un peu tout. Et c'est exactement comme ça qu'on marche. Je leur dis, à cette date-là, entre cette date-là et cette date-là, j'aimerais faire un semi. Eux, ils me trouvent le semi. Ils me proposent une liste. On voit lesquels m'invitent, lesquels ont les meilleures conditions que je vienne. Et on va vers ça, tu vois. Genre là, je sais que j'aimerais beaucoup faire un semi entre fin avril et début mai, tu vois. Et il y en a quelques-uns qui sont très bien. Il y en a en France. Quelques trucs. Et je sais que, tu vois, genre par exemple, normalement, ma prochaine course, ça sera en février, début février, le 10 km des Champs-Élysées. Entre deux, j'aimerais faire une course. Ce sera sûrement un 10 km. Je ne sais pas encore où. Et on verra bien. Tu vois. Donc parce que t'as ton calendrier, donc ça impacte ton calendrier de préparation, parce que tu te prépares pas pareil pour un 10, un 20, un 42, et du coup tu peux pas aller où tu veux faire un saut dans un autre pays, etc. Non, surtout les pays. Moi déjà en plus je déteste voyager pour courir. Genre c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi, si je pouvais... À l'inverse d'une grosse communauté de runners qui adore sauter dans l'avion, aller faire le marathon de l'autre bout de la Terre. Tu vois, genre par exemple... Pourquoi t'aimes pas voyager pour courir? Vas-y. Parce que déjà c'est une pression. Moi j'aime bien être dans mon petit cocon. J'aime bien les ambiances en France. J'aime bien être dans un environnement que je connais et où je peux me sentir à l'aise. Je me mets moins la pression. Et même on a des belles courses en France. On a franchement, et un 10 km c'est un 10 km. Peu importe où c'est la même distance. Et puis pour toi c'est rapide donc. Exactement, je vais rentrer chez moi. On le plie en 30 minutes. Ça y est. Et en plus j'arrive jamais à profiter d'une ville quand j'y vais en mode course. Ah ouais. Je suis allé à Copenhague là en septembre, c'est là-bas où j'ai fait mon semi. Belle ville Copenhague. Très belle, mais je sais pas. T'as rien vu. Je sais pas. Tu me dis que c'est une belle ville, ok, mais je sais pas moi. Tu vois. Parce que c'est comme si je pars pour un tournage quoi. Exactement. T'es là pour le travail. Pour bosser. C'est pas pour m'amuser et tout. Et même après la course, je suis trop fatigué pour me balader. Je me sens pas bien, je me sens fatigué. Avant la course, je suis trop stressé, il faut que je me repose. Tu fais ton truc. Du coup, j'aime pas
genre, les gens, ils me disent, genre, c'est trop bien, t'arrives à voyager. Moi, je leur dirais, si toutes les courses étaient en bas de chez moi, je serais le plus heureux du monde. Les courses en bas de chez moi, c'est ouf. Vraiment. Quand j'ai une course à Rouen, à Paris, c'est pour ça que la plupart des courses que je fais, c'est à Paris. Paris, c'est à 1h20 de chez moi. J'ai des amis ici, je me sens à l'aise. Je connais un peu toutes les rues maintenant et tout. C'est trop bien. Ouais. Et c'était aussi ça qui était important de faire le marathon aussi à Lyon. En vrai, il y avait l'histoire qui était derrière, qui était tellement importante. Mais il y avait aussi le fait que c'est à Lyon. Il y a un train direct Rouen-Lyon, c'est trop bien. Ouais, tu veux pas... Ok, non, c'est intéressant, c'est marrant parce que tu vois, j'ai mon oncle qui fait des marathons. Lui, il est client de je vais m'éclater, je vais faire celui de là-bas, et bien à lui, hein, franchement. Tant mieux, il y en a pour tout le monde. Mais faut pas non plus tomber dans la surenchère de vouloir aller toujours plus loin. Et bah aussi, il y a l'empreinte carbone aussi des fois. Et... moi, aujourd'hui, je trouve mon plaisir dans rester près de chez moi, avec mes gens, pouvoir avoir ma famille plus facilement, tu vois. Moi, j'aime pas être dans des endroits où je suis pas forcément dans l'inconfort, tu vois. Surtout que nous, par exemple, en tant qu'athlète élite, on a des petits besoins spécifiques et tout. Et parfois, quand t'es autre part, c'est difficile de les avoir. À Copenhague, par exemple, c'était très difficile... par exemple, d'avoir le dossard élite, tu vois. J'ai galéré, alors qu'en France, comme tout le monde me connaît, c'est plus facile de l'avoir. Totalement. Tu connais les gens, des trucs comme ça. Et même Copenhague, il y a les Danois. Enfin, normal, c'est chez eux. mais genre, tu vois, c'est pas la même culture. Je me sentais pas non plus le plus à l'aise. Moi, j'aime bien, comme je t'ai dit, j'aime bien être dans mon élément. Tiens, dans le même délire, parmi les 10 km de petits villages ou de petites villes, c'est quoi le 10 km le plus, entre guillemets, pété, mais que t'as le plus kiffé? Saint-Jean-d'Aez. Mec, en vrai, quand j'ai fait la... En vrai, c'est méchant. C'est où ça? Mec, je crois que c'est en Basse-Normandie ou en Haute-Bretagne. C'est une des deux. Je crois que c'est en Basse-Normandie. Pour moi, c'est en Normandie. Et donc, pourquoi t'as kiffé de ouf? Parce que, mec, je connaissais pas le village avant. Genre, on arrive là-bas, je suis pas sûr du nom. Genre, avant de faire la vidéo, je regarde sur Internet, est-ce que je dis le bon nom? Les gens, ils sont grave accueillants. Il y a des gens qui me reconnaissent, ils sont choqués. Genre, je me rappelle, je m'échauffais. En fait, il y avait un 5 km et un 10 km. Je m'échauffais sur le 5 km. Et il y a des gens, ils me disent... Wow, pendant leur course, tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une fille même qui était première fille en plus, tu vois, qui me dit petit moment de... et elle me dit, mec, faut qu'on fasse une photo à la fin. Je lui dis, mais cours, tu vas gagner, cours, tu vois, genre vraiment fais ta course. Et elle était là, non, je veux que tu me dises qu'on va faire la photo après, tu vois. Et c'était une folie. Et je fais la course. La course déjà, mec, elle est folle. Putain, mec, j'ai pété un câble. Genre, qu'est-ce qu'il y a de fou? Mec, on passe dans un champ de patates en plein milieu de la forêt. Il y a de la gadoue. Les chevilles. Mec, c'est une folie. Le parcours, il est horrible. Tu vois, moi, j'arrive là-bas, je me dis, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Mais c'est juste que j'avais besoin d'une course à ce moment-là pour détendre l'atmosphère, pour... Tu vois, la prépa, ça use et du coup, j'avais besoin d'amusement un peu et du coup, j'étais allé là-bas. Et t'as exactement eu ce que tu voulais? Mec, c'était trop marrant. C'était trop marrant. Il pleuvait un peu et j'avais passé un trop beau moment. Un truc familial. Tu vois, il y avait... En plus, c'était la fête du village en même temps. Oui, bah oui, bien sûr. Tu voyais les gens danser, grosse bière, gros saucisson. Toi, t'es en train de faire ton truc. Putain, incroyable. Vraiment. Mais c'était trop stylé. Non, mais elle est c'est belle, l'ambiance qu'on aime. Elle est belle, la France, pour ça. Mec, moi, tu vois, pour ça, rien que pour ça, les fêtes de village et tout, ça tue. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et mec, j'avais passé un trop bon moment. Et franchement, c'est pas impossible que vous me revoyiez sur ce genre de course. Et cette course-là en particulier, parce que j'avais trop aimé les gens. Les gens, ils étaient simples, ils étaient trop heureux que je sois là. Tu vois. Et genre, je pouvais parler à tout le monde. Sur les grosses courses, c'est difficile. C'est plus dur, de parler à tout le monde. Et là, c'était vraiment, je pouvais prendre le temps. Ouais, kiffant. Moi, je t'avoue, j'ai le même feeling à l'inverse, tu vois, avec un pote créateur de contenu de foot américain. On a pris l'avion, on est allé au fin fond du Texas pour aller filmer des matchs de high school, de lycée pété qui jouent sur des champs de patates. Mais les mecs, ils sont jamais sortis, mais même pas des États-Unis, ils sont jamais sortis du Texas, village, ces mecs, tu vois, ils sont jamais sortis. Et on arrive, nous, salut, on est français, on a envie de vous filmer, raconter vos trucs et tout. Mais les mecs sont comme des oufs.
Bah tu ouais, vois. mec, Et on est accueillis de malades, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que dans tout notre univers sportif, il y a tellement de choses à raconter dans les petits endroits comme ça. Et il y a du monde pour regarder. Il y a tellement d'histoires. Et ma vidéo là-bas, elle est plus intéressante que moi qui vais en Californie dans le grand truc que tout le monde a vu. Dis-toi vraiment que moi, là, tu viens de me la dire, vraiment, ça m'intéresse plus. Ouais. Ça m'intéresse plus. Bien sûr. Vraiment. Parce que c'est de l'exclusif. C'est de l'exclusif. De ouf. Vraiment. De ouf. C'était trop drôle. C'est les petites histoires qui nous font rêver. C'est pas les grandes histoires. Ouais. En histoire, il y a déjà des Canal+, des gros trucs qui en font. Grands. C'est facile. En fait, c'est des gens qu'on n'arrive pas à non plus aussi nous voir en eux, tu vois. C'est des gens comme nous dont on a besoin. Tu sais, ça crée un sujet entre moi et les marques. Je dis tout le temps aux marques, moi que vous me donniez une star et un gros match ou le petit match, je fais les mêmes vues. Genre, je fais exactement les mêmes vues. Je vais faire une vidéo tout aussi bien, mais en fait, les gens sont tout aussi curieux de Monsieur Tout-le-Monde, tu vois, la vidéo sur Monsieur Tout-le-Monde. Mais du coup, à l'inverse, en fait, les marques, ils ont leur athlète signature, ils ont le club signature, donc eux, ils ont aucun intérêt à vouloir Monsieur Tout-le-Monde, donner... sponsoriser une vidéo qui va vers Monsieur Tout-le-Monde, tu vois. Parce que s'ils se font chier à payer l'athlète, bah, ils veulent que la vidéo elle va sur le top athlète, tu vois. Exactement. Mais le truc final, moi je le dis ouvertement aux marques et je le dis ouvertement sur Internet, tu me donnes le footballeur de Ligue 1 ou le footballeur de D4, je te jure que je fais les mêmes vues. Et je pense que je fais peut-être plus de vues sur le joueur de D4 parce que j'ai pas besoin de faire valider 4 fois la vidéo à l'agent et à la marque et association. Ouais, t'as pas de changement à faire, pas de... Non mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. Et donc, moi je pense qu'il y a plus de choses, en tout cas c'est plus facile de raconter sur le 10 km du terroir qu'il y a un truc qui a plus à raconter. En vrai, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et je pense que cette vidéo-là de Saint-Jean-de-la-Haise, elle a fait plus de vues que le 10 km du Trocadéro. Mais c'est sûr. Tu vois. Et parce que c'est comme le Tour de France. Le Tour de France, qu'est-ce que les gens aiment regarder? C'est quand t'es sur France 2 que le mec il est en train de te commenter le château au fin fond de la Creuse, je sais pas quoi. Parce que là, tu fais quelque chose d'inédit. Il y en a 1 million des stories et des reels sur le 10 km des Trocadéro. Il est très bien, le 10 km de Trocadéro. Hein. On le kiffe, hein. On passe un bon moment et tout. Mais c'est juste, t'as une exclusivité, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est cool. Ben, j'ai hâte, quand tu trouveras dans ton calendrier l'occasion de faire ce même genre de vidéo en Algérie. Ce serait mec, incroyable. Mais moi, là, tu m'as rechauffé de ouf. Moi, j'ai trop envie de faire ça en fait, au Maroc aussi, tu vois. Mais oui, mec. En plus, il y en a plein des courses au Maroc, mec. Tu devrais le faire, toi. Ah mais bon, courir des 10 km, je pourrais courir un 10 km, donc ça va, ça. Commence pas à me parler de semi, etc. 10 km, je pourrais le faire, mais en vrai, ouais. Pourquoi pas? Ouais, mais après, c'est relou. Il y a mon oncle et mon cousin qui courent, qui vont entendre le podcast, ils vont dire, ah, c'est bon, fais comme Mustapha t'a dit. Laissez-moi tranquille. Non, mais en vrai, ouais, aller au Maroc raconter des histoires de sport, ou toi qui racontes des courses en Algérie, ça serait. Non, mec, franchement, l'idée, elle est folle. Et en vrai, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais en vrai, ouais, c'est quelque chose d'inédit et qui peut intéresser tellement de monde et même mettre un peu plus, tu vois, genre aujourd'hui même en Algérie, tu vois, le sport n'est pas aussi valorisé qu'il devrait l'être. Le sport santé, ce que je veux dire, parce que le sport de haut niveau, il est valorisé en Algérie, mais tu parles de sport pour tout le monde. Sport pour tout le monde, il est pas valorisé, tu vois. Genre, par exemple, j'ai un exemple qui m'a vraiment marqué. Un de mes cousins, je lui dis, il fait plus de sport et tout, je lui dis, mec, reprends du sport, ça fait du bien, tu devrais et tout. Il dit, c'est trop tard, je peux pas devenir pro. Je dis, mec, mais t'as pas besoin d'être pro. Il y a un univers entre... En fait, il y a un truc où on se dit que le sport, si c'est pas pour devenir pro, c'est une perte de temps. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est mauvais. C'est ça que, et c'est les mentalités, il faut les faire changer. Et les faire changer, ça passe par là, par mettre en avant le sport plaisir, mettre en avant que, bah, le running, en plus, il est en train de prendre un peu dans le monde entier, pas que en France et tout. Et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je pense honnêtement, dans ma carrière internet, c'est peut-être le truc qui me manque encore, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice au Maroc. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. La plus grosse pierre à l'édifice que j'ai pu apporter, c'est à mon sport, le foot américain. Essayer de le populariser en France, ramener du monde qui s'y intéresse. J'ai pu le faire, je continue à le faire. Mais c'est vrai que le Maroc, c'est un step que j'aimerais passer. Et il faut que je trouve l'occasion, tu vois, il faut que je trouve l'occasion. Des gens m'ont parlé de la CAN qui va arriver dans quelques temps, mais la CAN, c'est pas pareil. La CAN, les gens vont regarder la CAN de toutes les manières. Ils ont pas besoin que j'aille raconter la CAN. Enfin, avec plaisir, je le ferai si vous m'appelez, hein. Avec plaisir, n'hésitez pas. mais je pense que ça ira d'une autre manière, tu vois. C'est d'une autre manière. Rien à voir, je passe dans tous les sens. Ton parcours encore.
Il fait combien 10 km? Vas-y. Là, il y a une semaine, il a fait 39-40. Oh là là là. BG. Quel âge? 63. Oh là. Ah, BG de fou. Il est fort. Hein. Franchement, il est chaud. Il est fort. Hein. Et là, il veut viser moins. Hein. Et il me dit qu'il est capable. Moi, je lui dis, c'est bon, l'ancien, t'as fait tant de temps. Le cœur et tout. Il veut, mais il a failli mourir là-bas. Ah tellement ouais Non, ouais, mais il s'est mis mal, tu vois. Ouais. Mais il dit qu'il en est capable. Donc, en vrai, je vais l'accompagner un peu. Là, c'est moi qui l'aide un peu. Mais Donc, la force de nos darons, des fois, c'est un truc de fou. Et lui, vraiment, sa plus grosse force, c'est mentale. Il arrive à vraiment se mettre dans des états très, 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 très loin, tu vois. Et il y en a, c'est comme ça. Tu vois, il y a certains athlètes, leur plus grosse force, c'est aller. T'as l'impression qu'ils sentent rien, tu vois. Ouais. Genre, vraiment, ils vont trop loin. Mais là, je sors du sport. Moi, je respecte de malade la force mentale de nos darons immigrés aussi. Quand mon daron prend femme et enfant, quitte le Maroc, va au Canada. Quand mon daron prend femme et enfant, quitte le Canada, va en France. C'est pas comme aujourd'hui où toutes les démarches sont sur Internet. Alors oui, tu galères. Oui, bien sûr, tu galères. Mais tout est sur Internet, tout est digitalisé. T'imagines ce qu'ils ont dû faire, nos darons, pour nous changer de pays quand tout est sur papier, tout est... Non, mec, la force mentale que ça demande. Mec, c'est une folie. En vrai, c'est pour ça que, mec, moi, j'apprécie cette vie-là d'autant plus parce que je me rends compte des sacrifices que c'est. C'est même pas je m'en rends compte, je m'en rends même pas compte. Je pense aux en comment c'est dur, comment c'est... Parce que moi, je le dis, et je l'ai dit à mon père, je lui ai dit, ce que t'as fait, c'est une folie. Moi, je le ferai pas. Je lui ai dit, moi j'en suis pas capable de ce que t'as fait. T'es trop fort. Là, tu parles, elle est trop loin. Tu parles sportivement, mais pas forcément sportivement. Pas sportivement, moi, en tant qu'humain, tu vois. Moi, j'ai une situation stable en Algérie, mais je me dis que non, c'est pas comme ça que je vois la vie. Et je pars en France pendant 5 ans tout seul pour essayer de ramener ma famille. Mec, rester 5 ans tout seul, pour moi, c'est... Alors que ta femme et enfant dans un autre pays. Exactement. Mec, pour moi, c'est... Tu vois, il a fait les Jeux Olympiques, il a fait 2h12 au marathon et tout. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il a fait après sa carrière en faisant ça. Et il était quelqu'un en Algérie. Tu vois, je le vois aujourd'hui encore, tu vois. Les gens sont trop heureux quand ils le voient. Les gens, quand ils le voient dans la rue, il y en a qui le reconnaissent, les anciens et tout, tu vois. C'est lui la star en Algérie, c'est pas moi. Ouais. Mais partir de là-bas, venir ici en étant personne. En étant personne, tu vois. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment, moi je trouve très, très, très fort. Moi j'aime bien dire, encore une fois en tant qu'enfant d'immigré, si on devait faire proportionnellement ce que nos darons ont fait, avec notre base versus leur base, mais qu'est-ce qu'on doit faire nous si on doit faire proportionnellement? Je sais pas, mec, moi on m'envoie en Russie là, je crois. Ouais, c'est vraiment, non, mais c'est une folie, ouais. C'est lunaire. Ouais. Ah, que Dieu les préserve. Ouais, ils sont forts, bravo. Franchement, ça fait plaisir. Et là, je suis quasiment sûr qu'il est sur le live. Il y a moyen, le daron est sur le live. Franchement, il suit de ouf. Tu penses il suit de ouf? Ah ouais, il est connecté. Il est connecté de ouf. Là, c'est sûr, il harcèle ma mère pour qu'elle lui télécharge Twitch et qu'il regarde. Et il a dû voir. C'est sûr et certain qu'il est là. Ouais. Ah, c'est le meilleur. J'adore. Bah, bravo à lui, franchement. J'espère qu'il est en train de kiffer pendant qu'on est en train de l'encenser comme ça. J'espère qu'il kiffe. Pour ceux qui écoutent encore le podcast maintenant, bon, je rentre un peu plus dans le documentaire parce qu'on est ensemble, on est dans le long format là. Ton frère, il est incroyable. Je l'ai dit hier soir, je le redis. C'est un personnage, le frérot. Donc, c'est quoi la différence d'âge entre toi et ton frère? On a 5 ans. Ok, 5 ans de plus, donc il a la trentaine là? Ouais, okay, c'est ça. D'accord. Incroyable la relation. Franchement, ouais. Mon frère, c'est la personne la plus importante pour moi, je pense, après mes parents et tout. Parce que, mec, il a toujours été là. Quand mon père n'était pas là, il a endossé ce petit rôle, même si ma mère, elle est très très forte aussi. Mais tu vois, genre, c'est quelqu'un qui, vraiment, tu vois, genre, je peux me méfier de tout le monde dans le monde entier, mais lui, tu vois, jamais il fera quelque chose avec un acte de malveillance. C'est facile de dire ça de sa famille, mais lui, tu vois, genre, jamais il a fauté avec moi avec un but de dire c'est par malveillance. Oui, tu vois. ou de tirer la couette vers lui. Exactement. Sur quelque chose. Et vraiment, mec, il me suit de partout. Vraiment, il me suit de partout. Genre,
des fois quand je vais à des courses, mais quand je vais à Berlin, il me dit ouais, j'ai trop envie de venir. À chaque fois que j'ai une course à Paris, il vient, il est trop heureux, il est trop fier. Même quand j'étais petit, mec, tu vois, genre, il était trop fier. Et ouais, franchement, moi je suis trop fier de la relation qu'on a aujourd'hui. On est meilleurs potes en vrai, et c'est trop bien. C'est fort. Non, c'est cool. Et puis, t'as réussi à le retranscrire dans le docu en le peu de temps qui passe. Tu vois, non, mais il a fallu pas beaucoup de temps, mais ok, c'est bon, on capte. Donc, ouais, c'est vrai que c'est cool. au début, on le voit, mais on sait pas qui c'est, tu vois. Ouais. Et après, on comprend, ah, c'est lui le phénomène. Ouais, c'est lui le. Franchement, c'est lui je le pense frérot. que, ouais, c'est un peu comme t'as dit, c'est presque le personnage auquel on s'attache le plus Ouais. pendant le truc. En si peu de temps. Et Mais il ça, ramène tellement un truc. mais je pense que va falloir que mon daron il écoute le podcast parce que je vais renvoyer encore un autre daron. J'ai une relation pareille avec mon frère. Bah ça c'est un compliment à l'éducation de nos darons. En fait, je sais pas si toi tu t'en es rendu compte. Bah moi quand j'ai grandi, pour moi c'est ça le standard que j'ai dans ma famille. Ouais. C'est l'éducation que j'ai eue. C'est mon frère qui me traite extrêmement bien. Enfin c'est mon standard. Et ensuite j'ai rencontré tout plein de gens, Ouais. des potes. Et il y a des gens qui s'entendent un peu moins bien avec leur famille, des gens qui admirent moins leur daron, des gens qui ont des frères et sœurs avec qui ils s'entendent moins. Et ensuite, toi aussi, ça t'est arrivé de re-regarder ta famille. Tu te dis, ah ouais, en fait, je suis chanceux, en fait. Non, c'est vrai. Et non, t'as raison sur ça. On se rend pas compte souvent de la chance qu'on a avant d'avoir vu un peu ce qui se passe ailleurs. C'est comme tout, hein. Tu vois, là, je dévie, hein, On mais dévie complètement. tu vois, moi, j'ai vécu 13 ans en Algérie. Pour moi, l'Algérie, ça va, tu vois. Et je suis parti en France, je suis resté longtemps en France. À un moment, je reviens chez moi, genre, ça faisait 8 ans que j'étais pas revenu. Je rentre chez moi, là où je vivais. Je regarde au-dessus de moi, je vois des montagnes de partout. Je me dis, il y avait des montagnes depuis ce temps-là. Ouais. Il y avait des tu les avais montagnes. jamais vues, en fait. Je les avais jamais vues. Je m'étais pas rendu compte qu'il y avait des montagnes et que la chance de vivre à côté de montagnes. Et plus je vais vers l'Algérie, plus je me rends compte de la chance que j'avais et de la beauté de ce qui m'entourait. Et tu vois, c'est quelque chose de fou, mais même mes cousins, tu vois, quand t'as vu les images hier du documentaire, t'as vu la beauté de ce que c'est. Ouais. Mes cousins, quand je leur dis c'est une folie ce qu'il y a là, Ouais. Bah, eux, c'est leur standard. ils me disent, mec, je le vois tous les jours, c'est nul. J'ai envie de partir, il y a que ils me disent, il y a que de la terre là. Ah oui. Tu vois de la terre et du. Mais je leur dis, mais c'est tellement beau. Je rêve de ça, de voir ça tous les jours. Ouais. Mais sauf que quand t'as pas vu ailleurs, tu te Ouais. rends pas compte de la chance que t'as. Je pense qu'on parle à beaucoup de personnes qui ont changé de pays, qui ont ensuite l'occasion de revenir et de se dire, ah ouais, en fait. Et j'ai un ami, je pense que tu connais un peu, c'est Rabat, celui qui Ouais. était là hier, c'est un très bon réalisateur. Et il a dit une phrase très belle un jour. Il a dit, les enfants rêvent de partir, les hommes rêvent de revenir. Ouais. Et tu vois, et je trouve que cette phrase, elle est très 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 belle. Ah tu vois. oui. Mais c'est exactement le récit de ma vie. J'ai passé ma life à bouger, jusqu'à trouver le job de mes rêves, entre guillemets à ce moment-là. Le job de mes rêves au Mexique, bord de plage. Non, j'ai fini vidéaste pour une joaillerie au Mexique, bord de plage de sable blanc de malade tous les jours. Et après 2 mois de faire ça, je fais, mes darons, ils me manquent. Hein. Il fait moche à Paris, mais mes darons, ils me manquent. Je peux pas revenir au Maroc 4 fois par an si je suis au fin fond du Mexique. Bon, ben, merci pour la plage, merci le sable blanc, les cocotiers et tout. Mais Et c'est là où tu te rends compte que nos standards de réussite ne sont pas les mêmes pour tout le monde. En fait, genre, plein de gens parlent de réussir dans la vie, alors qu'il suffit juste de réussir sa vie. C'est vraiment trouver le sens de ce que tu donnes à ta vie. Et peut-être moi, là, si je devenais beaucoup plus riche, ça me rendra pas heureux. Genre là, je suis au max de ma richesse personnelle, tu vois. Ouais. Comme je le dis toujours, moi, je suis riche dans le cœur. Et je sais que, tu vois, même si j'ai plus d'argent, je ferai pas autre chose. Ouais. Je vivrai de la même manière. Tu te lèverais le matin, t'irais courir. La même chose. Je serai là avec toi en chaussettes chez toi, dans ton château. et c'est tout. Ouais. Parce que j'ai trouvé sens à ma vie. Et comme toi, tu vois, comme tu dis, t'étais au Mexique. Là, tu m'as fait rêver en vrai, le Mexique et mais ça envoie, hein, j'étais bien content. Hein. mais je me suis rendu compte que le vivre tout seul,
C'est pas la même chose que le vivre avec sa famille. Même, tu vois, c'est comme on dit toujours, une défaite avec du monde vaut mieux qu'une victoire tout seul. Oui. Et moi, tu vois, ça, c'est sur les courses. Je pense que je l'ai raconté un peu, mais tu vois, c'était très important pour moi à Lyon, qui est ma famille et tout le monde. Ah bah oui. Parce qu'en fait, si j'avais vécu ça tout seul, j'aurais pas du tout apprécié. Tu vois, la pire chose qui me soit arrivée un jour dans une course, c'est arriver à l'arrivée, être content de ce que j'ai fait, mais trouver aucun regard, trouver aucune personne avec qui partager. C'est horrible. Et en fait, tu dis bon, et tu rentres. Ouais. Alors que mec, en fait, la plus grosse fierté, c'est la fierté des autres. Ah mais de malade. Tu n'es que le reflet, tu vois, de ce que les gens disent de toi. Ah mais de malade. De malade. Moi, je te renvoie le truc. On se raconte nos vies comme ça. Moi, c'était un de mes rêves de couvrir les JO. Et pendant les JO, j'ai eu accréditation, partenariat. Donc, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Mais je te parle, en gros, Jeux Olympiques sur 25 jours de compétition. Si tu mets Olympique et Paralympique, c'est les uns en cumulé. Sur 25 jours de compétition, je livre 50 vidéos. Tu vois. Ouais. Sauf que qu'est-ce qui se passe le dernier jour ? Le dernier jour, je monte ma dernière vidéo. Il y a la cérémonie des Jeux Para qui est sur mon autre écran. Je livre ma dernière vidéo. Je l'envoie. Le client dit « Cool, bien ». Je ferme l'ordi. Il y a personne. Je suis là. T'es tout seul. Horrible, nul. J'ai appelé ma daronne. J'ai fait « Je crois que j'ai fini. Hein. » Il fait « Bon, tu viens à la maison ?» Bah ouais. Et c'est une journée comme une autre au final. Oui. Ah oui. La même chose. Voilà, donc voilà, comme ça tu sais à quoi ça ressemble. Rêve de ta life, nanana. Ouais, c'était tout seul. Mec, la même chose hier. Même chose hier. Mais non, mais il y avait des darons quand même hier. Oui, mais après, quand je rentre à l'hôtel, je suis tout seul. Ah, les darons, ils sont repartis. Ils sont rentrés, ouais. Ok, d'accord. Et c'est un paradoxe de ouf. T'es entouré, t'es suivi de pas mal de monde, tu fais des choses que tout le monde voit. On montre une vie incroyable. Et à un moment, t'es tout seul et tu te dis, ah ouais. Ouais, bon bah. Et en fait, hier, j'étais à Paris le soir et je me suis dit, en vrai, je serais mieux chez mes parents là. J'aurais été mieux de rentrer avec mes parents. T'aurais bien kiffé rentrer avec les darons. Tu vois. Et c'est fou, tu vois. Il a commandé son Uber Eats et puis il a dormi. Non, ça va. J'ai mangé avec des gens avant, mais. mais je vois le délire. C'est marrant que, tu vois, genre. En fait, quand t'as personne à qui raconter tes victoires, c'est parce qu'elles valent rien. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Non, le bonheur, ça se partage. Le bonheur, ça se partage. C'est ça le plus important. Mustapha, écoute, moi, je kiffe le moment qu'on est en train de passer. Si toi, t'as des questions, si tu veux me diriger vers des trucs, hésite pas. Le chat, j'espère que vous kiffez un petit peu ce moment. Mais sinon, moi, j'ai pas d'autres questions que j'ai notées en particulier à te poser. C'est cool de se rencontrer comme ça. Et puis, également. Et puis voilà, franchement, c'est bien sympa. Tu repars du coup à Rouen. Là c'est quoi tu fais la promo du docu. Le docu sort dimanche, donc dans 2 jours. Dimanche, ouais. C'est forcément sorti quand vous voulez écouter le podcast, donc allez voir le docu. Allez, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ouais, c'est important. Regardez-le avec de la famille. Regardez-le sur un bel écran. Ouais. Et ouais. partagez-le. Mettez ça bien sur la télé. Regardez pas ça sur vos téléphones. Exactement. Posez vos téléphones, regardez ça en grand écran. C'est quoi le prochain objectif sportif en rapide? Courir plus vite. Ça a toujours été le but. Ok. En fait, j'en ai un sur long terme, c'est ce que tu sais. Mais sur le court terme, c'est courir plus vite sur les plus courtes distances pour courir plus vite sur les longues distances. C'est d'abord la courte distance. Ouais. Okay. Être plus à l'aise et faire des beaux records. J'aimerais bien battre mon record sur 10 km. J'en suis hyper capable. Donc, il faut juste trouver le bon moment, la bonne course. Ok. Et ok, j'ai 2 dernières questions avant de te laisser. C'est bon, ça m'a fait penser à 2 questions. Je commence à peine à sentir un peu le kiff de courir. Ouais. Comment je passe de l'autre côté? C'est quoi ton conseil pour que je passe de l'autre côté de ça y est, je deviens matrixé de la course et je commence à vraiment aimer. Courses. Prendre des dossards. Ah ouais, genre le fait de prendre un dossard, ça change tout. Le dossard, mec, la joie du dossard. C'est là où la course devient un jeu. Ok. C'est le dossard. C'est... Alors que moi, je trouve que j'ai fait le 10 km tout seul, c'est pas du tout... Ça n'a rien à voir. C'est quand tu le partages avec plein de monde qui sont venus, qui ont le dossard, tous heureux, ta famille qui vient, c'est là où ça prend sens. Okay. C'est là où la pratique, elle devient vraiment, vraiment belle. Ok.
Bah, trop bien. Bah, peut-être que c'est relou. En fait, je me suis condamné en te faisant venir. Il va Ouais, vraiment là, y t'es avoir obligé. mon cousin. Mon cousin, il Là, va t'es vraiment me tomber obligé. dessus. C'est sûr, là, il va m'envoyer un WhatsApp. Je suis en live, j'écoute. Prends le dossard avec moi. Ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Ok, bon, ma dernière question que j'ai là-dessus, je la pose à tout le monde qui vient ici. Dans tes contacts, dans tes potes, dans les gens que tu connais, tu m'emmènerais qui dans cette chaise pour faire un bon épisode? Ici. Ouais. Un bon personnage, c'est Mehdi Frère en vrai. C'est un bon ami. Vas-y. C'est un marathonien Ok. qui a fait 2h05 au marathon. Ok. Très très bon. Mhm. Et franchement, c'est un très bon personnage. Mhm. C'est un très très bon. Et il aura plein de choses à raconter. Tu le connais d'où? C'est quoi le lien avec... C'est un ami. Ok. On a fait pas mal de stages ensemble. Hier, il était là pour. Ok. Et franchement, j'aime trop le personnage. Et il est trop marrant. Ok. Vraiment. Il voit la course un peu comme toi ou vous avez des visions Non, c'est différentes? différent. C'est Vas-y. lui, c'est un obsédé, mais marrant. Tu vois, Ok. c'est un autre type de coureur qui voit la course vraiment aussi comme un jeu. Mhm. Tu vois, moi, j'ai pas cette vision-là de jeu. Moi, je suis passionné. Lui, c'est encore pire. Lui, c'est un gamer. Mhm. C'est un gamer dans la course à pied. Ah, il gamifie tout. c'est Ouais. ça? Ok. Ouais, les entraînements, tout. C'est un personnage. Je pense Ok. que tu rigolerais bien. Redis le nom comme ça, je... Mehdi Frère. Mehdi Frère. Bah écoute, avec plaisir, je lui envoie un message à la fin du podcast. Vas-y. Vraiment. Bon, Mousse, merci beaucoup, c'était trop bien. Merci On a également. bien discuté, c'était cool de se rencontrer. Le chat, j'espère que vous avez kiffé, ceux qui sont en live. Ceux qui sont en rediffusion, mettez-nous bien 5 étoiles sur Spotify, allez regarder le documentaire. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Prenez Bye. bien soin de vous. Au revoir. Salut. Salut, ciao.